Bonjour les troisièmes. Nous nous retrouvons donc pour la correction de la partie 3, la République gaullienne, dont je vous ai déjà parlé en classe virtuelle. Je mettrai cette correction sur le Padlet à la fin, dans la dernière colonne. Vous aviez deux activités à réaliser, pages 186, 187 et 188, 189. Un certain nombre de questions auxquelles nous allons maintenant répondre et vous recopierez les réponses dans votre cahier, ce qui vous servira de leçon. La première question nous interroge sur le soulèvement du 13 mai 58 à Alger. Pourquoi a-t-il eu lieu exactement? Le 13 mai 58 à Alger s'explique par le mécontentement de la population des Français d'Algérie et de l'armée qui combat le Front de Libération Nationale algérien, les indépendantistes, depuis 1954. Or, un nouveau chef du gouvernement, Pierre Pfimlin, annonce son intention de négocier avec les indépendantistes. C'est une sorte de déni pour cette population française et son armée, et il réclame un pouvoir exécutif fort, capable de tenir tête aux indépendantistes. Il le voit dans la figure du général de Gaulle, qui est alors en retrait de la vie publique depuis 1946. Le général de Gaulle, lui, se dit prêt, publiquement, à revenir au gouvernement, à la fois pour sauver la France d'une crise grave, mais aussi, il l'annonce dès sa conférence de presse au Palais d'Orsay, pour proposer un renouveau à la France, une résurrection. On avait déjà croisé ce mot en 1944-45, c'est la renaissance de la République. Il va préciser ses intentions dans son discours d'investiture du 1er juin 1958. Un discours d'investiture, c'est un temps important dans la vie démocratique de notre République. C'est le moment par lequel le Premier ministre ou le président du Conseil présente son programme d'action politique à l'Assemblée nationale qui vote la confiance pour donner au Premier ministre le pouvoir de gouverner, la légitimité de gouverner. De Gaulle se présente donc devant l'Assemblée nationale pour recueillir cette autorité et il présente logiquement son programme. Son programme, il intervient d'abord pour sauver la République menacée de dislocation et peut-être de guerre civile. De Gaulle évoque à la fois le risque de voir la République censée être indivisible, d'après un principe premier de la Constitution de 1946. Cette République risque d'être amputée de 3 départements algériens. Ce ne sont pas des colonies, ce sont des départements, l'Oranais, le Constantinois, l'Algérois. Et puis il y a l'autre risque d'une insurrection violente en Algérie qui pourrait contaminer le sol de la métropole et arriver jusqu'à Paris. Les émeutes de mai 58 ont marqué les esprits en Algérie et à Paris. Et De Gaulle évoque également la cause profonde des épreuves, la confusion, l'impuissance des pouvoirs. Ici, c'était une question plus compliquée peut-être pour vous. De Gaulle évoque la faillite de la 4ème République parlementaire. Sous la 4ème République, comme sous la 3e d'ailleurs, c'est l'Assemblée nationale qui donne le pouvoir au gouvernement. Le pouvoir législatif contrôle le pouvoir exécutif. Et lorsque l'Assemblée est divisée, elle ne parvient à soutenir aucun gouvernement durablement. D'une semaine à l'autre, les majorités se recomposent et vont voter la défiance, vont voter des censures à l'action de tel ou tel ministre. C'est la valse des ministres, c'est la valse des chefs de gouvernement, et l'exécutif est fragilisé et décrédibilisé. Pendant la guerre d'Algérie, un gouvernement tient en moyenne 3 semaines. Donc c'est extrêmement court. De Gaulle, lui, s'était retiré de la vie politique en 1946 pour affirmer son opposition à cet équilibre des pouvoirs qu'il jugeait trop faible. Il n'est pas surprenant de le voir revenir en 58 avec la ferme intention de modifier ce fonctionnement de la République. Il demande donc, dès son investiture, les pleins pouvoirs. Il veut gouverner, pour une période fixée, sans l'accord de l'Assemblée. C'est une disposition prévue dans la Constitution. Il a le droit de le faire. L'Assemblée va lui donner ses pleins pouvoirs, car elle ne sait plus comment gérer cette situation en Algérie. De Gaulle affirme que cette liberté lui permettra de rétablir l'ordre. Mais au-delà, il prévient qu'il entend changer le système politique. Il annonce à cette Assemblée nationale qu'il va rédiger une nouvelle constitution. Cette nouvelle constitution, très probablement, affaiblira les pouvoirs de cette Assemblée. Et c'est pourquoi il n'entend pas la faire approuver par l'Assemblée elle-même, mais directement par le peuple, par le biais d'un référendum. Un référendum, c'est un vote direct de la population française, au suffrage universel, qui répond par oui ou par non à une question simple posée. De Gaulle reçoit les pleins pouvoirs et il est investi par cette Assemblée, qui ne peut plus reculer. Il a été appelé lui-même par le président de la République.
La une du journal L'Aurore insiste sur la volonté d'efficacité du pouvoir qui veut rapidement, sans délai, mettre en place les mesures nécessaires au rétablissement de l'ordre, mais aussi à l'établissement d'une nouvelle constitution. On comprend que De Gaulle veut renforcer le pouvoir exécutif par le suffrage universel direct. Il le fera très rapidement. Dès septembre 1958, la nouvelle constitution est proposée par référendum aux Français. Cette affiche électorale en faveur du oui au référendum met en avant l'idée que cette 5e République, incarnée par Marianne ici, mais aussi, vous avez noté, dans l'ombre, la figure de ce grand militaire qui n'est autre que De Gaulle. De Gaulle continue de vouloir se confondre avec la République, qui est un choix qu'il avait fait dès 1940. Eh bien, cette 5e République, elle sera libérée. Les chaînes sont rompues, libérée du système parlementaire, de ce système qui bloquait, paralysait son bon fonctionnement. Le fonctionnement du gouvernement ne devra plus être bloqué par les débats et les désaccords du Parlement. Le Parlement, je vous rappelle au passage que c'est à la fois l'Assemblée nationale des députés, mais aussi une autre chambre de grands électeurs, le Sénat, qui représente, ce sont les élus, eux, des maires et des conseillers départementaux, notamment. Autre activité, page 188-189, les nouveaux pouvoirs du président. Nous sommes, cette fois, sur cette double page ici, avec un schéma de la Constitution de la 5e République. Commençons par les extraits de cette Constitution qui est encore en grande partie la nôtre aujourd'hui. Nous sommes dans cette 5e République façonnée par le pouvoir gaulliste. Les pouvoirs exécutifs principaux du président de la République sont, ici, d'assurer et d'arbitrer les grandes orientations politiques de l'État en faveur de l'indépendance nationale et l'intérêt des territoires. Il donne les grandes orientations. Il donne les grandes lignes politiques sur lesquelles il s'est fait désigner, il s'est fait élire. Il est le garant de l'unité nationale. C'est pourquoi le président de la République se pose très souvent au-dessus des partis, même s'il est lui-même, il a lui-même été porté au pouvoir par un parti précis. Son pouvoir est de nommer le Premier ministre, mais aussi de présider le Conseil des ministres. Il est le chef du pouvoir exécutif. C'est comme ça qu'on le désigne parfois d'ailleurs dans les médias. Il est le seul individu dans la République à pouvoir consulter directement le peuple à travers les référendums, c'est l'article 11. Et puis enfin, dernier pouvoir exécutif remarquable à noter, il est le chef des armées. Il n'y a plus de maréchaux pour commander l'armée, il y a des généraux qui sont tous aux ordres du président de la République. Alors, lecture d'un schéma de constitution. Peut-être un peu compliqué, on l'avait déjà fait. Normalement, vous l'avez fait pour le schéma de la Constitution de 1791 en 4e. L'Assemblée nationale n'a aucun pouvoir de destitution sur le président. En revanche, le président de la République, lui, il peut agir sur cette Assemblée nationale, il peut la dissoudre, il peut décider à tout moment de renvoyer les députés devant les électeurs en convoquant de nouvelles élections législatives. Le pouvoir exécutif du président est plus fort, a priori, que le pouvoir législatif. Pourtant, il ne peut pas gouverner correctement sans une bonne entente avec cette Assemblée nationale, car le pouvoir législatif peut déstabiliser l'exécutif, bloquer les lois du gouvernement, c'est ce qu'on voit actuellement sur la réforme des retraites, où l'Assemblée nationale, l'opposition a produit tellement de débats, de correctifs qu'on appelle des amendements, plusieurs milliers, que les débats traînent à l'Assemblée et le pouvoir exécutif ne peut pas faire voter sa loi. Si l'Assemblée nationale réunit une majorité conséquente aussi contre l'exécutif, elle peut voter une motion de censure qui oblige le gouvernement à démissionner et donc le président de la République à choisir un nouveau Premier ministre. Bref, il faut toujours une coopération entre le pouvoir législatif et exécutif. Même si désormais l'exécutif a un peu plus de liberté de gouverner qu'il ne l'avait sous la 4e République. En octobre 1962, la guerre d'Algérie est terminée. Mars 1962, ce sont les accords d'Évian qui prévoient un référendum pour l'indépendance de l'Algérie. De Gaulle propose donc aux Français de modifier la Constitution pour établir l'élection du président de la République au suffrage universel direct. Entre 58 et 62, le président reste désigné par l'Assemblée nationale. Il n'est pas encore élu directement. Il n'y a pas de lien direct qui monte ici du suffrage universel vers le président. Le peuple est consulté par le président, mais le président, lui, a été nommé toujours par une assemblée de grands électeurs.
Dans ce discours du 18 octobre 62, De Gaulle tente à la fois de flatter les citoyens. L'affiche électorale nous montrait un doigt pointant les Français. C'est vous qui allez choisir votre président. Mais il tente aussi de dramatiser l'enjeu en menaçant de se retirer immédiatement s'il n'obtient pas un oui massif. Il va l'obtenir et une première élection présidentielle au suffrage universel direct est prévue en 1965, ce qui conduit De Gaulle à multiplier les bains de foule, les sorties en public pour préparer sa première campagne présidentielle en 1965. Il veut établir ce lien direct avec les Français et utiliser pour ça les nouveaux médias, notamment la télévision, en personnalisant l'exécutif. C'est une nouvelle république, beaucoup plus personnelle, présidentielle, qui se met en marche et que nous connaissons encore aujourd'hui en 2020. Nous avons terminé avec ce thème. En tout cas, je vais vous demander de le poursuivre en étudiant désormais, seul pendant les vacances, le chapitre 3. Où va la République aujourd'hui, cette 5e République? Quelques grands débats de la société depuis 1962 jusqu'à nos jours. Je vais vous demander d'écrire ce titre et de rédiger cette introduction sur votre cahier. Depuis qu'elle s'est imposée en France en 1871, la République légitime son existence par les progrès qu'elle apporte à la vie des citoyens. Ses nouveaux droits, la protection sociale, l'éducation pour tous, la sécurité des biens et des personnes. Et alors qu'elle se modernise et qu'elle s'installe dans une paix durable, nous n'avons plus connu de guerre, en tout cas de conflits ouverts avec des pays voisins depuis cette période, la société française exige sans cesse de nouveaux progrès. Les gouvernements doivent lui en proposer. Alors voici plusieurs activités. Vous en choisissez une seule. Vous répondez aux questions de ces activités qui se trouvent dans votre manuel et vous finissez par rédiger un paragraphe de leçon qui fasse une synthèse de ces informations. Je contrôlerai ce travail à la rentrée. Première activité que je vous propose, page 204-205, l'émancipation des femmes. Vous devez décrire l'émancipation progressive des Françaises dans la société et expliquer l'importance de la loi Veil dans la reconnaissance de l'autonomie des femmes. Deuxième débat, le péril jeune, les aspirations de la jeunesse, page 206-207. Vous devez décrire l'émergence des revendications propres aux jeunes et expliquer comment cette jeunesse est devenue un acteur politique majeur de la République. Troisième thème, la précarité dans le progrès ou les paradoxes de la République. Décrivez l'évolution du chômage en France depuis les années 70 et expliquez quelles réponses les gouvernements et la société apportent à la précarisation nouvelle de la société. Donc un S à réponse ici. Pendant ces vacances, je vous demande également de me réaliser un développement construit, une rédaction. C'est un exercice majeur qui vous sera demandé au lycée et c'est bien votre préparation au lycée que nous travaillons désormais, en plus de valider votre brevet des collèges. Je vous propose ce sujet car le plan est déjà proposé dans le manuel. Vous devez décrire le rétablissement de la République et ses principales réformes économiques et sociales de 44 à 46. Petit sujet assez simple, je vous demande de rédiger cette rédaction en 20 à 30 lignes et de me la rendre sous une forme électronique pour le lundi 4 mai. Je vous mets toutes ces instructions sur Pronote et je vous souhaite de bonnes vacances.